professeur Boulid Hamid, enseignant des sciences de la vie et de la terre au lycée Salah Eddin Al-Ayyubi, la direction provinciale de Tinghir. Donc, dans le cadre de l'enseignement à distance, adopté par le ministère de l'Éducation nationale, donc je vais vous présenter aujourd'hui, dans cette séance, donc, le chapitre 1, donc, qui s'intitule Les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Donc, la troisième unité s'intitule l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Donc, la première partie, donc, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Donc, tout de suite, donc, je vais commencer par une petite introduction de ce chapitre. Donc, vous avez donc deux photos comme support pour introduire le chapitre. Donc, la première, elle vous donne donc, la décharge publique ou une décharge publique sauvage. Donc, comme vous le constatez donc, sur la photo, donc, vous avez donc, un camion donc, de la commune urbaine donc, qui est en train donc, de décharger son contenu. Vous avez aussi donc, des gens, des ouvriers qui sont en train donc, de chercher donc, des choses, des objets donc, de valeur. Donc, la deuxième photo, donc, vous avez un enfant donc, qui est en train donc, de nager dans une plage polluée. Donc, d'après ces deux photos, on peut tirer un certain nombre de conclusions. C'est que donc, les déchets ménagers non contrôlés, ils peuvent donc provoquer un certain nombre d'impacts, quel que soit sur la santé, mais aussi donc, les ordures ménagères, ils peuvent avoir donc, une valeur, on peut les recycler ou autre. Donc, tout ça, c'est le résultat de quoi? Donc, le Maroc donc, a connu dans les dernières années une évolution. Donc, cette évolution, en particulier du point de vue des charges démographiques, développement économique et ces évolutions, donc en absence des mesures adéquates pour la gestion des déchets ménagers, automatiquement, donc vous aurez donc une augmentation de la quantité des ordures ménagères. Et bien sûr, finalement, on aura donc un effet et un impact négatif sur la santé de l'homme, sur l'environnement, mais aussi sur l'économie de notre pays. On se pose alors. Donc la première question qu'on peut poser, c'est donc, quelles sont les caractéristiques des ordures ménagères au Maroc? La deuxième problématique qu'on peut poser, c'est donc, comment gérer les ordures ménagères donc, afin de limiter leur impact négatif, quel que soit sur la santé, sur l'environnement, mais aussi sur l'économie. Donc, on va essayer donc, de répondre à ces problématiques posées et on commence tout de suite par la première activité donc, qui est consacrée à l'étude de la composition des ordures, la composition et quelques caractéristiques des ordures ménagères, bien sûr, dans notre pays. Donc, je vous propose donc, l'étude de ce document. Donc, c'est un document qui nous montre la composition des déchets et des ordures ménagères au Maroc. Donc, regardons. Donc les déchets ménagers au Maroc, ils sont constitués d'un certain nombre d'éléments. À titre d'exemple, donc le verre, le plastique, les métaux, du papier et du carton, mais surtout de la matière organique. Alors, par définition, on peut dire donc les déchets ménagers, donc ce sont donc des déchets issus ou tout élément issu de l'activité quotidienne des ménagères. À titre d'exemple, les résidus alimentaires, les emballages, du papier et des journaux. Donc à partir donc toujours de ce même document, on peut distinguer deux catégories de déchets et des ordures ménagères. Des déchets de nature organique,
comme le reste des aliments, le bois, du papier, du carton, du plastique, ainsi de suite. Vous avez aussi une deuxième catégorie de matières qui forment toujours les ordures ménagères au Maroc, ce sont les déchets de nature inorganique. À titre d'exemple, les métaux comme l'aluminium, le fer, les verres, etc. Au Maroc, nos déchets, toujours à partir de ce document, on peut en tirer que les déchets sont composés en particulier, en grande partie, de substances organiques, avec un pourcentage qui peut atteindre jusqu'à 65%. Et ce n'est pas les seules caractéristiques. D'autres études ont montré que les ordures ménagères au Maroc se caractérisent par un taux d'humidité très élevé, c'est-à-dire la présence d'eau, une durée de vie des déchets et dans la nature élevée. Et à titre d'exemple, vous avez le plastique qui peut se dégrader jusqu'à 1000 ans. Donc il nécessite 1000 ans pour se dégrader. Le deuxième exemple, c'est le verre. Le verre, il peut résister jusqu'à 4000 ans. Donc, en conclusion, on a une nécessité pour éviter tout problème, prenons bien sûr en considération ces caractéristiques des ordures ménagères, une nécessité de la collecte et le tri et finalement le traitement des déchets ménagères, afin d'éviter bien sûr leur impact négatif, quel que soit sur la santé, sur l'environnement et sur l'économie. On se pose. Comment se fait alors la collecte et le tri des ordures ménagères? Quelles sont les techniques de traitement et de valorisation des déchets ménagers? C'est ce qu'on va voir par la suite dans l'activité numéro 2. On va commencer par répondre à la première question, la collecte et le tri des ordures ménagères. Comment se fait la collecte et le tri des ordures ménagères, bien sûr au Maroc? Je vous présente cette photo. Sur la photo, vous observez un camion de la commune urbaine, des ouvriers qui sont en train de rassembler les poubelles, de ramasser nos déchets ménagères. La collecte, c'est quoi alors la collecte? C'est l'assemblage et le transport à l'aide des camions depuis les quartiers résidentiels vers des décharges qui sont bien sûr situées dans les extrémités et dans les périphéries des villes. Mais cette collecte n'est pas toujours suffisante. Ce qui va engendrer l'apparition dans nos villes, l'apparition des points noirs qui sont pleins de poubelles, plein de déchets, ce qui peut provoquer ou peut engendrer de maladies, quel que soit pour l'homme ou autre. Pour le tri, regardons cette photo. Vous avez ici sur la photo des gens, disons des ouvriers, qui sont en train de séparer les éléments qui forment les ordures ménagères. C'est en fait ce qu'on appelle le tri des ordures ménagères. C'est une opération qui consiste à séparer, on fait séparer les éléments qui forment les déchets ménagères en fonction de leur nature. Par exemple, on fait séparer le verre, le papier et le plastique. Cette opération de triage, elle peut se faire selon 2 étapes. La première, il peut se faire même à domicile. Chez le consommateur, dans nos maisons, on peut déjà trier les ordures ménagères selon leur nature.
Mais en particulier, cette opération, donc, il se fait dans des centres bien spécialisés, donc qui s'appellent les centres de tri. Et cette opération, elle est faite par des ouvriers spécialisés et à l'aide des machines. Alors, on peut poser donc la question suivante. Donc, comment fonctionnent les centres de tri des déchets ménagers? Donc, vous avez ici donc, un document qui vous montre un certain nombre d'étapes qui nous permettent finalement de trier donc, ces ordures ménagères selon leur nature. Donc, tout commence par le déchargement de ces ordures par des camions, donc bien sûr de la commune urbaine. Donc, ces déchets qui sont déchargés et vont par la suite transférés vers des cabines par un tapis roulant. Donc, tout commence par la première étape de triage, c'est ce qu'on appelle le décartonnage. Donc, c'est quoi le décartonnage? Donc, c'est le tri manuel, donc c'est-à-dire à la main, donc des cartons et de films en plastique. Donc, on fait séparer de grands cartons et des films en plastique des autres matières qui forment les ordures ménagères. Donc, le reste, elle va être transporté vers une deuxième cabine où il va subir un trait optique. Donc, c'est quoi un trait optique? C'est tout simplement une séparation mécanique, c'est toujours à la main. Donc, c'est une séparation mécanique de quoi? Entre des corps qui sont creux, c'est-à-dire les bouteilles, et des corps, par exemple des bouteilles en verre, et des corps qui sont plats. Donc, on fait séparer ce qui est donc le matériel creux et des matériaux qui sont donc plats. Donc, par la suite, donc les matériaux qui sont creux, ils sont transportés dans une troisième cabine où ils vont subir donc un tri manuel en bouteilles, en flacons, en bidons de plastique, etc. Par contre, donc les corps qui sont plats, ils sont transportés dans une autre cabine où ils vont subir un triage donc selon leur nature. Donc ici, donc, vous avez des aimants gigantesques. Donc, ils vont donc trier tout ce qui est métallique, des autres déchets qui ont donc des natures différentes. Donc, les autres déchets, ils sont triés par la suite par la main, donc c'est-à-dire un tri manuel. Donc, on va séparer ici donc des briques alimentaires, des cartonnettes et des erreurs de tri. Donc, la dernière étape donc, de ce triage, donc, qui se fait normalement dans des centres bien spécialisés, donc c'est le compactage. Donc c'est quoi le compactage? Donc ces matériaux, donc une fois donc séparés en différentes natures, donc ils sont acheminés vers une presse à balles. Donc quel est le rôle donc de cet appareil? Donc il va nous permettre de compacter donc les ordures, bien sûr qui sont triées en cubes. Quand vous le constatez sur cette photo, vous pouvez constater des cubes, par exemple ici, des cubes qui ont donc une couleur bleue. C'est en fait donc des cubes de plastique, donc qui est trié et qui est séparé des autres déchets ménagers. Donc le résultat, donc ce sont des structures qu'on appelle des balles. On se pose donc quel est le devenir de ces balles ainsi formées. Donc une seconde vie commence alors. Pour nos emballages, se forment de matières premières. En réalité, donc, on a formé dans une matière première. Donc, ces matières premières, elles sont ensuite acheminées vers des usines qui vont recycler ces déchets triés et qui vont les traiter afin de leur donner une valeur, c'est-à-dire la valorisation des déchets ménagers. Donc ici, on peut poser la question suivante. Donc, quelles sont les méthodes, quelles sont les techniques qui vont nous permettre de traiter et de valoriser, c'est-à-dire donner une valeur aux ordures ménagères, bien sûr, après donc la collecte et après le triage, quel que soit à domicile ou même dans les centres de tri. Donc, c'est ce qu'on va voir dans l'activité numéro 3.
donc quelques techniques de traitement et de valorisation des déchets ménagers. Donc on va voir ensemble 5 techniques, 5 méthodes. Le recyclage, le compostage, la production du biogaz, l'incinération et l'enfouissement. Et tout de suite, on commence par la première technique, donc intitulée le recyclage. Le recyclage, pardon. Donc ici, donc, je vous présente donc, un document donc, qui montre un exemple de recyclage. C'est un cycle de vie d'une bouteille de verre recyclée. Donc tout commence par des bouteilles rejetées dans les poubelles, rejetées donc, sous forme d'ordures ménagères. Donc ces bouteilles ainsi donc rejetées seront par la suite donc rassemblées par donc les gens, par les ouvriers de la commune urbaine et sont transportés vers des usines de recyclage. Et à ce niveau-là, donc ces bouteilles qui étaient normalement donc des déchets rejetés, elles vont être utilisées comme matière première pour produire de nouvelles bouteilles à utilisation bien sûr ultérieure. Donc, par définition, je peux dire, donc le recyclage, donc c'est un procédé de traitement et de réutilisation des déchets et de leur réintroduction. On les réutilise, on les réintroduit dans de nouveaux cycles de production. Cette technique, elle présente un certain nombre d'avantages. À titre d'exemple, donc ces techniques de recyclage, elles nous permettent une réduction du volume des déchets. Elles nous permettent d'éviter le gaspillage des ressources naturelles, le gaspillage de matières premières. Elles nous permettent de réduire le coût de l'extraction. Donc, au lieu donc, de faire donc, l'extraction de matières premières donc, qui nécessitent bien sûr des ressources, donc on va utiliser, donc on va recycler ces matériaux, donc ces ordures par ce phénomène de recyclage. Donc la deuxième technique, donc on va voir donc, par la suite, donc c'est ce qu'on appelle le compostage. Donc c'est quoi alors le compostage? Donc je vous propose donc cette photo. Donc vous voyez donc ici, donc c'est ce qu'on appelle un compost. C'est en réalité c'est un engrais qui est de nature organique. Donc comment se forme alors donc ce compost? Donc tout simplement c'est par cette technique de compostage. Le compostage, c'est la décomposition, c'est la dégradation de matières organiques qui forment donc nos ordures ménagères par des micro-organismes sous des conditions aérobiques, c'est-à-dire en présence de l'oxygène. Et le résultat, c'est la formation du compost qu'on va utiliser comme engrais organique. Donc, sur ce document-là, on va donc vous montrer quelles sont donc, les ordures, quelles sont les matières qu'on peut composter et dans quelles conditions. Donc, les matières qu'on peut composter, c'est en particulier les restes, les résidus, les déchets de nos cuisines. Et aussi, les déchets des jardins, c'est du bois mort, ce sont les feuilles mortes. Et tout ça, donc ces déchets-là, ils sont mis dans un cube de compostage. Donc les conditions donc, de ce compostage, donc il faut à chaque fois donc, surveiller une humidité du compost, ni trop sec, ni trop humide. Donc il faut ajouter donc, de l'eau pour garder, pour conserver l'humidité et pour avoir un milieu convenable de développement et bien sûr donc, des micro-organismes. Il faut à chaque fois faire retourner donc, régulièrement le compost pour garder, si vous voulez, donc l'aération
de ce milieu. Et bien sûr, donc cette opération de compostage, elle est faite par ce qu'on appelle des composteurs. Ce sont en particulier les micro-organismes, mais aussi d'autres êtres vivants, à savoir donc les vers de terre. Donc cette technique de même, elle présente un certain nombre d'avantages. Donc à titre d'exemple, cette méthode elle nous permet donc de réduire la quantité des déchets ménagers, et cette réduction elle peut aller jusqu'à 30%. Elle nous permet aussi d'améliorer la structure et la fertilité du sol. Elles permettent d'éviter la pollution des nappes phréatiques. Voilà, donc la troisième technique qu'on va voir, donc c'est ce qu'on appelle la production du biogaz ou la biométhanisation. Donc c'est quoi alors donc la biométhanisation? C'est tout simplement un processus de dégradation. C'est un processus de décomposition, toujours de la matière organique, mais dans ce cas, dans des conditions anaérobiques. Si vous faisiez donc la différence avec la technique de compostage, donc cette dernière, elle se fait dans des conditions aérobies. Alors, pour la production du biogaz ou la biométhanisation, pour lui, il se fait dans les conditions anaérobiques, c'est-à-dire en absence de l'oxygène. Donc ici, donc, vous avez un schéma qui vous montre donc, le procédé de la biométhanisation. Donc les déchets organiques, donc, ils sont donc, dégradés dans un digesteur donc, à l'aide de bactéries donc, qui s'appellent les méthanobactériums. Donc cette décomposition donc, qui se fait dans des conditions anaérobiques, elle va aboutir donc, à la production d'un gaz qui s'appelle donc, le biogaz. Donc ce biogaz, il est utilisé par la suite, soit pour produire donc, de la chaleur, donc utilisée dans nos habitations, soit pour produire de l'électricité. Alors, de même, donc, cette technique, elle présente un certain nombre d'avantages. Donc, parmi donc, ces avantages, donc, on peut citer la réduction du volume des déchets ménagers. Ce biogaz donc, produit par cette méthode, elle est utilisée comme source, comme j'ai déjà mentionné, comme source d'énergie, soit électrique, soit sous forme de la chaleur pour chauffer nos habitations. En brûlant donc ce biogaz, qui est le méthane, on peut limiter donc l'action de ce gaz comme étant un gaz donc, à effet de serre. Donc la quatrième technique qu'on va voir, donc c'est ce qu'on appelle la technique d'incinération. Donc l'incinération, par définition, donc c'est une combustion, regardez ici, donc c'est une combustion donc, qui se fait dans des conditions aérobiques, c'est-à-dire en présence de l'oxygène. Donc cette combustion donc, se fait dans des fours, regardez, donc sous les hautes températures qui peut atteindre jusqu'à 1000 degrés Celsius. Donc regardez donc ce schéma donc, qui vous montre un centre d'incinération. Donc tout commence par le déchargement des déchets ménagers dans une fosse. Donc par la suite, donc, ces ordures ménagères elles sont transférées vers le lieu où va donc, se faire donc, la combustion. Donc on brûle donc, les ordures ménagères et cette combustion, il va libérer de la chaleur. Il va libérer donc une énergie thermique. Donc cette énergie thermique est par la suite capturée et transformée soit en chaleur, soit en électricité. Mais le problème donc, qui s'oppose donc, à ce niveau-là, c'est que donc, cette combustion des déchets ménagers, elle peut produire des fumées. Et ces fumées, une fois elles sont rejetées
d'une manière sauvage, donc je parle d'une manière sauvage, donc s'ils sont rejetés d'une manière sauvage dans l'air, donc ils vont contaminer donc l'air par un certain nombre de gaz, donc qui sont des gaz toxiques et qui ont donc un effet de serre. Mais heureusement, les stations donc d'incinération aujourd'hui, ils sont équipées par un dispositif qui nous permet donc l'épuration et le lavage des fumées. Donc ces fumées, alors, elles seront propres donc avant de les libérer dans l'air. Donc cette technique aussi, elle produit donc des résidus donc de cette combustion. Donc ces résidus, donc ils s'appellent les mâchefers, qui seront utilisés par la suite dans des travaux publics, par exemple dans la construction des rues. Bon, voilà, donc c'est la technique d'incinération. Donc cette technique aussi, donc elle présente un certain nombre donc d'avantages. Donc ces déchets, donc ils sont réduits à 90% en volume. L'énergie thermique libérée par donc cette méthode, elle est utilisée pour produire donc de la chaleur et de l'électricité, et les résidus donc sur le reste solide de l'incinération, il peut être utilisé dans les travaux publics, comme je l'ai déjà mentionné, donc comme la construction des rues, etc. Mais aussi, ces techniques, elles présentent un certain nombre d'inconvénients. Donc, parmi ces inconvénients, c'est qu'ils génèrent une pollution atmosphérique. Donc, l'incinération, une fois donc, elle est faite donc, d'une manière donc, qui est sauvage, elle va libérer dans l'air donc, des gaz qui sont des gaz toxiques qui peuvent provoquer donc, l'effet de serre, ou aussi donc, ils peuvent donc, permettre donc, la destruction, ils vont aboutir à la destruction donc, de la couche d'ozone. Finalement, donc, la dernière méthode qu'on va voir, c'est la méthode d'enfouissement des déchets. Donc l'enfouissement des déchets, elle est utilisée en particulier pour les déchets qui sont ultimes. Ça veut dire quoi? Déchets ultimes. Donc c'est-à-dire impossible de les recycler ni les valoriser. C'est-à-dire ni les incinérer, ni les composter, ni utiliser pour produire du biogaz, du méthane. Donc ces déchets donc, qui sont ultimes, ils vont être par la suite enfouis dans des structures spéciales donc, qui s'appellent des alvéoles. C'est ce qu'on a dans cette photo. Donc, vous avez un exemple donc, de lieu donc, où se fait donc, l'enfouissement donc, des déchets ménagers. L'enfouissement, il présente deux inconvénients majeurs. Donc je parle d'un enfouissement qui se fait d'une manière sauvage, d'une manière non contrôlée. Donc, regardons donc ce schéma. Ici, donc, vous avez un alvéole où se fait un déchargement donc, des poubelles, des ordures ménagères. Et cet alvéole, c'est une alvéole qui n'est pas contrôlée, qui est sauvage. Donc, il va produire deux problèmes. Le premier, c'est qu'il crée un biogaz. Et vous connaissez donc les biogaz, ils sont en particulier des gaz à effet de serre. Donc, ils peuvent alors provoquer l'effet de serre. Mais aussi, à la tombée des pluies, donc ces ordures donc, elles sont attaquées donc, par l'eau, ce qui va produire un liquide qui s'appelle le lexivia. Donc ce lexivia, il peut contaminer le sous-sol, mais aussi les nappes phréatiques. Donc quelle est la solution alors? Donc pour éviter donc, ces problèmes, donc, l'enfouissement, donc, il doit donc, se faire dans des centres
donc spécialisés, donc qui s'appellent donc les centres d'enfouissement technique CCET. Donc ici dans ce document, donc on vous présente donc un exemple de ces centres d'enfouissement. Donc vous avez donc un alvéole où va donc se faire donc l'enfouissement. Donc ces alvéoles, elles sont équipées d'un certain nombre donc de dispositifs donc qui vont donc permettre donc d'éviter donc ces problèmes posés par l'enfouissement sauvage. Donc d'abord, donc vous avez des géomembranes, vous avez des couches donc qui vont nous permettre le drainage donc du lixiviat afin d'éviter la contamination du sous-sol et des nappes phréatiques. Vous avez aussi des couches et des couvertures étanches qui ne laissent pas passer donc les eaux de pluie, donc éviter donc la formation et la production du lixiviat. Donc le gaz donc ainsi formé par donc la dégradation de ces gaz, donc il va former donc un biogaz qui est capturé par la suite afin d'éviter donc la contamination de l'air par des gaz toxiques. Donc les alvéoles, ils sont équipés donc d'un dispositif d'étanchéification, d'un réseau donc de drain donc qui permet donc l'évacuation du lixiviat, d'un système de captage de biogaz afin bien sûr donc d'éviter la contamination de l'air. Donc une fois ces alvéoles elles sont pleines, donc elles sont fermées par des couvertures étanches donc pour éviter donc la contamination de l'air. Donc pour terminer donc ce chapitre, donc on va voir donc l'activité, la dernière activité, donc c'est l'activité numéro 4. Donc elle est consacrée donc à l'étude de l'impact des ordures ménagères donc sur l'environnement, sur la santé et aussi sur l'économie. Donc je vais commencer par l'impact sur l'environnement. Vous avez ici donc un document donc, qui vous montre donc l'impact des déchets ménagères sur le sous-sol et sur les nappes phréatiques. Donc c'est donc le déchet ménager. Ils vont aboutir donc à la production du lixiviat et ce dernier, il va contaminer donc les sous-sols et les nappes phréatiques. Donc c'est un problème environnemental. Donc c'est un problème donc créé par cette décharge donc qui est donc bien sûr non contrôlée, qui est sauvage. Donc c'est un impact sur l'environnement. Aussi, donc la technique d'incinération, lorsqu'il est fait d'une manière sauvage, à l'air libre, il va libérer des gaz toxiques dans l'air. Et ces gaz, ils vont provoquer donc un effet de serre, comme vous le constatez sur la photo donc suivante. Donc vous avez donc des déchets donc ménagers accumulés, donc qui sont en train donc de se brûler. Donc ils libèrent donc des gaz donc à l'air libre, donc ce qui va donc contaminer cet air. Donc concernant donc l'impact sur la santé et à titre d'exemple, donc vous avez l'incinération donc des déchets donc ménagers donc qui dégagent donc des gaz qui sont toxiques et bien sûr donc ces gaz ils sont une source de diverses maladies donc à savoir donc les maladies respiratoires, à savoir les maladies cutanées, mais aussi parfois ils peuvent provoquer des cancers. Donc vous avez ici donc un tableau donc qui vous montre des exemples de substances libérées par une incinération sauvage et à côté vous avez donc l'impact sur la santé. Donc par exemple vous prenez donc l'exemple de dioxine. Donc c'est une substance qui est libérée par l'incinération sauvage. Donc c'est une substance qui est nocive pour l'organisme, même à faible quantité, même à faible dose. Donc au niveau de l'organisme, elles agissent sur le système nerveux, sur le système endocrinien, immunitaire, et elles peuvent ainsi donc causer donc, des problèmes sérieux sur la fécondité.
Voilà, donc concernant donc l'impact sur l'économie du Maroc, donc je vais donc vous proposer deux exemples. Donc le premier, l'indifférence envers les risques liés à l'accumulation donc des ordures ménagères et l'impact néfaste sur l'environnement. Donc si on laisse donc les ordures ménagères donc s'accumulent donc dans nos villes, dans nos rues, elles ont donc bien sûr un impact néfaste sur notre environnement et le coût économique de cette dégradation, il est très élevé. Au contraire, donc si on assure une gestion rationnelle des ordures ménagères, c'est-à-dire on traite les ordures ménagères, donc cette gestion et ce traitement, elle nécessite la construction des centres de valorisation et cela, bien sûr, elle demande des ressources financières très importantes. Et pour terminer, en conclusion, les ordures ménagères, ce sont donc les résultats de toutes les activités quotidiennes donc des ménagers et se caractérisent au Maroc par l'abondance donc des matières organiques et la gestion de ces déchets ménagères, elle nécessite donc des procédures de tri, de la collecte, de traitement, par exemple le recyclage, le compostage, la production de biogaz, donc ainsi de suite. Donc ces procédures permettent de réduire le volume de déchets et leur impact, donc réduire leur impact négatif sur la santé, sur l'environnement et sur l'économie. Donc merci pour tout le monde pour votre attention. دونك هنا دونك غادي نوجه واحد الرساله للتلاميذ الاعزاء والتلميذات العزيزات. دونك نحن دونك لسنا في عطله، دونك انتم يعني في اطار الدراسه ولكن في الدراسه عن بعد. اذا حاولوا ما امكن انكم تستغلوا دونك هذه الفرصه اللي تحت لكم وتتبعوا الدروس ديالكم عن بعد في المواقع يعني اللي اقترحتها الوزاره وفي القناه الرابعه. وشكرا لكم جميعا.